avant l'arrivée des Européens et que cela avait continué même après la fin de la traite des Noirs transatlantiques, cela avait l'air d'estimer de toute responsabilité les anciennes puissances négrières d'Europe occidentale. En effet, dès le 7e siècle, comme nous l'avons dit dès le début, des musulmans arabes ont pratiqué le commerce d'esclaves africains, c'est-à-dire la traite négrière transsaharienne, faisant à l'époque d'une certaine Afrique une pourvoyeuse d'esclaves exportés et destinés aux pays musulmans. C'était à la même époque que, comme je l'ai dit dès le début, une certaine Europe était elle aussi pourvoyeuse d'esclaves européens envoyés aux pays musulmans. Ceci dit, il faut savoir, et je crois que c'est un aspect central, particulièrement important dans notre démarche, c'est qu'à cette époque, le commerce d'esclaves était et demeurait une activité économique secondaire. Une activité économique secondaire dans un ensemble commercial très diversifié et assez intense. Ça n'a été à aucun moment, ni en Europe, ni en Afrique, la seule activité commerciale et même pas la plus importante activité commerciale. Il faut bien insister sur cela parce que sans cela, on ne peut pas comprendre certaines choses qui me semblent sont très importantes en tant que vérité qui peuvent être dérangeantes, mais ici nous ne pourrons nous sortir que par la vérité. Donc, c'est parce qu'il s'agissait d'une activité économique donc plutôt marginale que cela n'a pas entravé l'évolution économique ni le développement démographique en Europe ou en Afrique. Ainsi s'explique, voilà pourquoi il me semble que c'est très important de tenir compte de la place qu'économiquement cette activité occupait à l'époque. Parce que autrement, on ne pourrait pas comprendre comment a-t-il été possible que malgré plusieurs siècles de commerce d'esclaves européens, dans une traite d'esclaves européens à caractère international, on a pu avoir quand même la Renaissance ici en Europe. Ce mouvement de la Renaissance qui a été l'éclosion du développement non seulement économique mais aussi intellectuel, artistique, technique et autres. Si ce développement a été possible, c'est parce que justement, malgré cette activité de commerce d'esclaves, étant donné qu'elle restait assez marginale dans l'ensemble commercial et économique, elle n'a pas entravé donc ce développement. C'est ce qui explique aussi qu'en Afrique, à la même époque, malgré donc plusieurs siècles de commerce d'esclaves africains, on a eu quand même le développement démographique de l'Afrique et aussi les constructions de grands empires africains, y compris celui de Songhai, dont Tombouctou était encore au XVIe siècle un centre de diffusion intellectuelle, scientifique, technologique, internationalement reconnu. Si cela a été possible, c'est, et je vous le répète lourdement, c'est parce qu'il s'agissait d'un commerce d'esclaves qui restait très marginal. Autrement, cela n'aurait pas été possible, surtout au bout de 6, 5 ou 4 siècles. Vous aurez donc compris qu'au moins jusqu'au XVIe siècle, il y a des similitudes entre l'Afrique et l'Europe, des similitudes socio-économiques, dont l'exportation d'esclaves, la fabrication d'eunuques avec des centres de castration, que comme je vous l'ai rappelé au départ,
ont fonctionné ici en Europe, dont celui de Verdun, qui était le plus reconnu, qui était contrôlé par des commerçants juifs à l'époque. Mais, voilà, les similitudes, ces similitudes qui existaient entre l'Afrique et l'Europe ont commencé à s'effacer de manière progressive à partir des premières attaques d'une portée dévastatrice pour l'Afrique faites par les Portugais qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ont abordé les pays d'Afrique au milieu du XVe siècle. Les Portugais, eux, ils avaient les armes à feu à cette époque-là, au milieu du XVe siècle, alors qu'en Afrique, les armes à feu, on ne les connaissait pas encore. Les Portugais, grâce aux armes de feu que les Africains ne connaissaient pas encore, ont mis à feu et à sang une partie du continent. C'est ainsi que de la chasse à quelques personnes réduites en esclavage, comme cela se faisait depuis le 7e siècle, on est passé à la chasse aux Noirs, à la chasse aux Africains, mais vraiment c'était la chasse à l'homme, sous la pression des négriers portugais. D'une traite des Noirs, qu'on peut appeler, si vous voulez, artisanale, c'était un peu comme ça qu'elle fonctionnait, on est passé à une traite des Noirs massive et donc industrielle. Et ce passage à la traite des Noirs industrielle est très important parce qu'il va déterminer la suite du continent africain. Cette situation ne pouvait que s'aggraver au fur et à mesure que d'autres prédateurs, à part les Portugais, d'autres prédateurs, dont les Espagnols, les Hollandais ou les Anglais, et tous ceux qui se sont joints après, ont commencé à discuter aux Portugais les monopoles que ceux-là avaient commencé à instaurer sur le commerce d'Africains expédiés vers le continent américain. C'est le fait d'avoir érigé le commerce des êtres humains en activité principale. Vous voyez, en activité économique principale, vous voyez comment ce passage va s'opérer, n'est-ce pas? De cette activité économique marginale, secondaire en tout cas, on passe, et de manière presque brutale, à une traite des Noirs ou une traite d'êtres humains massive et industrielle. Et c'est de cette manière que ce commerce, qui était resté marginal pendant 5 ou 6 siècles, devient l'activité économique principale. Et je vous en prie, essayez de comprendre la différence que cela fait. Et comme un malheur n'arrive presque jamais tout seul, vers la fin du XVIe siècle, notamment en 1591, l'Empire forain fut attaqué, envahi et dévasté par les musulmans arabes à partir du Maroc. Là, les envahisseurs musulmans, militairement supérieurs car ils possédaient eux aussi les armes à feu, se sont conduits avec autant de sauvagerie que les agresseurs européens. Il faut savoir, parce que c'est là, pour rester correct et respectueux de la vérité, il faut savoir que ces musulmans arabes, qui jusqu'au 15e, 16e siècle, et même jusqu'au début du XVIIe siècle, avaient fait cette espèce de traite des Noirs plutôt artisanale, un petit peu marginale. À partir de la fin du XVIIIe siècle, ils sont devenus aussi prédateurs que les Européens eux-mêmes. À tel point que de une ou deux razzias
par an, qui se faisait autrefois, à la fin du XVIIIe siècle, ils ont atteint, dans quelques régions de l'Afrique, le rythme de 80 razzias par an dans certaines régions de l'Afrique. Je vous laisse donc imaginer l'étendue de la dévastation provoquée par les musulmans arabes, à partir surtout du XVIIIe siècle. Il faut donc comprendre que c'est le cumul des invasions et des attaques européennes et arabes, et donc le cumul des traits qui a saigné le continent africain, et qui l'a saigné jusqu'à le mettre vraiment à genoux. Pour comprendre comment l'Afrique fut dévastée et plongée dans les ténèbres, il faut garder donc à l'esprit au moins deux réalités qui ont été déterminantes. À partir des premières attaques portugaises, dont personne ne saurait nier la portée meurtrière, ce continent est devenu la cible, je dis bien, ce continent est devenu la cible de toutes sortes d'agressions venant de l'extérieur. Il est aussi devenu le théâtre de guerres internes favorisées par les commerçants négriers afin de se procurer le plus grand nombre de captifs. Ça, c'est un aspect qui est vraiment déterminant dans cette histoire. Le deuxième aspect, c'est que les agressions et les guerres internes ont créé, et cela a été inévitable, une situation d'insécurité permanente, de plus en plus généralisée dans tous les continents africains. Cette situation chaotique s'est prolongée pendant plusieurs siècles, jusqu'en 1850 et encore au-delà, et alors là, ça va s'enchaîner avec les guerres d'agression et de conquête, les guerres dites coloniales, qui va se prolonger jusqu'à la première, je crois, jusqu'à la première partie du XXe siècle, dans les années 1920 ou 30. Donc je vous laisse imaginer ce que cela peut représenter pour un continent assailli, attaqué, agressé de tous côtés, devenant la cible de toutes sortes d'attaques et d'agressions militaires venant de l'extérieur, et cela pendant à peu près 3 ou 4 siècles, de manière ininterrompue. Bon. Là, au risque de choquer, je dis cependant, pour respect de la vérité, il faut admettre qu'en Afrique, les Européens ont bénéficié, outre la supériorité des armes, ils ont bénéficié de quoi? Des structures développées par la traite négrière des signes arabo-musulmans, qui étaient déjà vieilles de 4 siècles, même si elles restaient marginales. Mais il y avait quand même des structures, parce qu'il fallait bien des structures pour que ce commerce puisse avoir lieu. Bon, ensuite, je passe à quelque chose que je voudrais appeler en avant et en après. Et pour cela, je vais revenir sur quelque chose que chacun pourra, j'imagine, lire au moins une fois dans les manuels d'histoire, parce que c'est quelque chose que n'importe quel auteur, qu'il soit négrier, qu'il soit esclavagiste à l'époque, ou qu'il soit européocentriste aujourd'hui, c'est la question de l'importance qu'il y avait la bonne santé du bétail humain. Quiconque aura lu un manuel d'histoire de la traite aura pu voir là sur la plume des auteurs, surtout des auteurs négriers, des esclavagistes, puisque c'était eux qui étaient les plus exigeants et qui savaient de quoi ils parlaient. Donc chacun aura lu combien ils étaient exigeants lorsqu'il s'agissait d'acheter des noirs. Eh bien, on avait des exigences impressionnantes, parce que surtout impressionnantes, je veux dire, parce qu'il s'agissait d'une époque où
les gens ici en Europe, à cause de la mauvaise alimentation, de la manque de nourriture, les gens étaient chétifs, étaient tout petits comme ça, ils étaient très souvent frappés de rachitisme. Et vous vous rappelez d'avoir vu, n'est-ce pas, à quel point on exigeait que les femmes, les hommes et les garçons qui étaient exposés là dans les marchés du bétail humain soient grands, costauds, bien bâtis, pleins de muscles, qu'il ne leur manque pas une seule dent, qu'il n'ait pas une seule dent plus ou moins abîmée, qu'il n'ait aucun défaut. Vraiment, hein, c'était des vrais étalons qu'on demandait. Vous imaginez que pour fournir autant de millions d'enfants, de femmes et d'hommes pendant aussi longtemps, pendant 3, 4 siècles et davantage, il fallait bien que ce continent soit plus que densément peuplé, n'est-ce pas? Mais il y a plus. C'est que si ces gens étaient à ce point grands, costauds, bien nourris, en bonne santé, c'est parce qu'ils n'étaient pas morts de faim. Ça veut dire qu'ils étaient suffisamment bien nourris à une époque où, ici en Europe, on crevait de faim. Il suffit de lire les histoires du petit poussé, de je ne sais pas quoi, comment on mourait de faim ici à l'époque. Donc ce continent, non seulement il était assez densément peuplé, mais de surcroît, il avait de quoi nourrir convenablement ses enfants. C'est pourquoi il me semble qu'il est très 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 important qu'on puisse situer quelle était la situation de cette Afrique avant ce désastre. Je suis gêné de le dire devant Mme Diop, mais il faut quand même le relire. Et c'est un des plus grands mérites justement de son travail, c'est de nous avoir attiré l'attention sur ces faits. Parce que sans cela, je ne pourrais pas être en mesure de vous dire ce que je suis en train de vous dire, ce qui veut dire qu'il sera toujours préférable d'aller voir dans son ouvrage, parce que là, vous serez beaucoup mieux informés. Bien. Cependant, vous voyez, malgré la réalité des faits, d'aucuns se demandent qu'on parle d'une possible comparaison de l'Europe et de l'Afrique au 15e, 14e ou 13e siècle, ils se demandent si ce n'est pas une absurdité de prétendre que cette Afrique misérable et affamée aurait été un jour comparée ou comparable à l'Europe. Bien sûr, voyant ce continent aussi misérable, aussi peu peuplé, aussi appauvri, oui, ça semble tellement absurde de prétendre qu'à un moment donné de l'histoire, l'Afrique ait pu être comparable à l'Europe. Est-ce que cela est absurde ou est-ce que cela n'est pas une plaisanterie de mauvais goût? Eh bien, au lieu de répondre si c'est absurde ou pas, je vais vous raconter une chose. C'est une chose que vous pourrez vérifier parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Là, je vais vous lire un peu. Il me semble utile de rappeler une information fournie par l'historien français Marc Bloch. Dans un registre apparemment différent du sujet que nous traitons, dans son ouvrage de référence, La société féodale, Marc Bloch analyse les raisons grâce auxquelles l'Europe occidentale a pu se développer économiquement. Et lui, il affirme que cela a été possible grâce à la fin des invasions venues de l'extérieur. Marc Bloch estime que sans la fin des agressions venues de l'extérieur par des hordes barbares qui ont agressé et dévasté l'Europe occidentale systématiquement à plusieurs reprises, sans la fin de ces agressions qui se sont arrêtées après le 9e siècle, dès le 10e, l'Europe occidentale n'aurait pas eu la possibilité d'atteindre ce niveau de développement. Il explique, Marc Bloch, que lorsque ces agressions avaient lieu,
il fallait mobiliser, ici, en Europe occidentale, il fallait mobiliser toutes les énergies, toutes les forces pour repousser les ennemis, pour repousser les agresseurs. Et lorsque finalement cela était possible et que les agresseurs étaient repoussés, les gens se retrouvaient, premièrement, ils se retrouvaient décimés, numériquement réduits, considérablement réduits, non seulement du fait des morts ou des hommes morts dans les camps de bataille, mais aussi, et probablement davantage, des faits de famines liées à la rareté de la nourriture. Parce qu'il faut le savoir, lorsque les hommes sont en train de se battre là-bas dans les camps de bataille, ils ne sont pas en train de cultiver la terre. Donc, il y avait le grand problème de que la société était numériquement réduite. Et comble de malheur, ils se retrouvaient devant des étendues jadis cultivées qui avaient été reprises par la brousse. Parce que justement, des terres défrichées et cultivées qui n'étaient plus travaillées, puisqu'on n'était pas à travailler et à cultiver la terre, mais à se battre pour repousser les agressions venues de l'extérieur, cette terre jadis cultivée, il fallait donc recommencer à les défricher, et c'est là à un moment où les bras pour travailler la terre faisaient défaut. Donc, c'est pourquoi ils tiennent à préciser à quel point, sans l'arrêt des invasions, des agressions venues de l'extérieur, l'Afrique occidentale n'aurait pas pu connaître, en tout cas à partir du Xe siècle, les genres économiques et démographiques qui traduisent les manuels d'histoire ici en Europe, travaillant sur cette période de l'histoire. Kentovic, je suis persuadé que vous ne le connaissez même pas, et pour cause, je vous dirai ensuite. Il mentionne donc Kentovic et Dorestan. Dorestan, ça se trouve dans les actuels Pays-Bas. Ces deux ports, Kentovic et Dorestan, étaient au Moyen-Âge les deux ports les plus importants d'une économie florissante au 8e, au 7e, au 6e siècle, ici en Europe occidentale. Ils étaient ce qu'il y avait de plus important. Et figurez-vous qu'à cause des agressions, à cause des invasions venues de l'extérieur, regardez ce qu'il dit Marc Bloch, mais vous pouvez après aller le vérifier dans son ouvrage de la société féodale. Il dit les deux ports les plus importants de l'Europe médiévale à la fin du 9e, à la fin du 9e siècle, Kentovic est tombé au rang d'un village de pêcheurs. Et Dorestan au rang d'un médiocre hameau. Voilà. Tout cela à cause des agressions venues de l'extérieur. C'est pourquoi la fin de ces agressions a été déterminante pour le développement de l'Europe occidentale. Je vous disais donc que je l'ai cité Marc Bloch dans un registre qui apparemment n'a rien à voir avec l'Afrique, mais je pense que ce n'est qu'une apparence. Et maintenant, revenons à l'Afrique donc, et rappelons ceci. Pendant que l'Europe occidentale était à l'abri, je dis bien à l'abri des attaques venues de l'extérieur, l'Afrique devenait, à partir des attaques portugaises et arabes, la cible permanente de toutes sortes d'agressions extérieures. Les ravages dont l'Europe occidentale était à l'abri, elle les a causés à l'Afrique de manière ininterrompue dès le XVIe siècle et au-delà, puisque cela continue. Cependant, au mépris du bon son, les historiens occidentaux, et avec eux, malheureusement, des historiens qui ne sont pas occidentaux, mais qui sont des boîtes de résonance de ce que les occidentaux disent, continuent à considérer que 4 siècles d'agression ininterrompue venant de l'extérieur, 4 siècles d'attaques meurtrières, d'insécurité permanente et de guerres internes favorisées par les négrières auraient causé en Afrique à peine un léger ralentissement démographique.
Nous pourrions même rigoler vraiment hein, avec ces choses parce que ça a l'air d'être tellement une plaisanterie de mauvais goût. Eh bien, permettez-moi de vous dire que si je suis aujourd'hui en train de vous dire, de vous faire cette analyse, cela a été possible à partir justement de cet ouvrage récent de Mme Diop Maes, parce que jamais de ma vie durant, je suis déjà près de la soixantaine, et ça fait déjà 40 ans à peu près que je relis, que je lis, que je travaille dans cette histoire, jamais aucun auteur n'est venu attirer mon attention avec ses travaux sur le fait qu'aujourd'hui me semble presque évident. Mais il m'a fallu justement du temps pour le comprendre. J'ai peur de trop m'étendre parce que je vais absolument laisser le temps à la salle pour participer et je crois que j'ai déjà parlé combien de temps. Non, vous avez commencé, vous venez juste de commencer. Termine comme tu à ton rythme, ça devrait aller. Ils sont patients. Oui, je crois que je vais finir très vite parce qu'il faut... Il m'importe vraiment que vous ayez la parole. Bon, alors, essayons d'aller un petit peu plus rapidement. Sur la spécificité. Oui, les différentes traites. Ouais, moi, je tiens à souligner que toutes les traites d'êtres humains, tous les traites d'esclaves, tous les commerces d'êtres humains n'ont pas eu les mêmes conséquences. Et pour cause. À l'époque, au Moyen-Âge, jusqu'au XIe siècle, étant donné que le commerce d'esclaves avait lieu aussi bien pour des esclaves européens exportés vers les pays musulmans et des esclaves africains exportés et aussi vers les pays musulmans, et il n'était pas possible de racialiser ce commerce. En revanche, à partir de l'instauration de la traite des Noirs transatlantique, le fait que les captifs débarquaient là-bas en Amérique, ils présentaient tous des signes extérieurs à peu près semblables, comme la couleur de la peau et les cheveux frisés, cela ne pouvait que favoriser l'équation mère noire égale esclave. Noir égale esclave, si bien qu'encore aujourd'hui, dans n'importe quel pays d'Amérique, les mots grillé, chaîne, esclave, renvoient tout de suite l'image visuelle du noir. Ce qui montre à quel point les perceptions de la conscience sont historiquement déterminées. Et c'est pourquoi nous avons besoin de travailler beaucoup dans la reconstruction de ces images. Comme je me fais comprendre, parce que là je vais dire quelque chose qu'il me faudrait bien que ça soit bien compris, mais ça dépend de la possibilité que j'ai de bien me faire comprendre. Le système esclavagiste pratiqué dans les pays musulmans à l'époque présentait quand même quelques différences par rapport au système esclavagiste qui a fonctionné dans ce que j'appelle l'univers concentrationnaire de l'Amérique. Attention, hein, je ne suis pas en train de parler d'esclavage bon et mauvais, de bon et moins bon ou de mauvais et moins mauvais, parce que moi je ne suis jamais rentré dans ce genre de manipulation et de manichéisme, et ce n'est pas question pour moi de cela. Mais il faut quand même que je fasse quelques précisions. Et c'est que dans les processus de déshumanisation, de chosification de l'homme, et des femmes et des enfants réduits en esclavage, l'Europe, en Amérique, a créé un corpus juridique et philosophique permettant non seulement l'expulsion des hommes de l'espèce humaine, mais justifiant leur expulsion hors humanité et verrouillant toutes les possibilités de qu'ils reviennent au sein de l'espèce humaine. Ça, c'est à ma connaissance, c'est une caractéristique, c'est une spécificité de l'asservissement des Noirs
tel qu'il a fonctionné dans l'univers concentrationnel d'Amérique. Je vous disais qu'en Amérique, le fait que tous les articles présentaient des caractéristiques extérieures visibles, plus ou moins communes, cela a permis de faire l'équation noir égale esclave. Mais cette équation probablement n'aurait pas fonctionné aussi bien si elle n'avait pas été aidée, épaulée et reconduite par la christianisation des gens, par la christianisation du continent américain. C'est-à-dire des missionnaires, eux-mêmes propriétaires d'esclaves, qui étaient chargés de promulguer la parole de l'Évangile et qui enseignaient ce qui leur convenait. Et donc, il leur convenait d'apprendre à toutes ces femmes, à tous ces enfants, à tous ces hommes, leur apprendre que noir, ça voulait dire être maudit, et quelqu'un qui avait péché, si ce n'est pas toi, c'est ton père, si ce n'est pas ton père, c'est ta mère, et sinon, ce sont tes grands-parents. Mais en tout cas, si tu es là, c'est parce que justement, vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas, et maintenant, vous ne pourrez trouver de salut que dans l'obéissance. Et si vous cherchez à vous soustraire de cette malédiction, vous faites toujours mais que Dieu, dans son infinite bonté, est prêt à pardonner, à condition que vous soyez suffisamment obéissants et que vous ne cherchez à vous soustraire à votre destin. Vous serez au moins dans l'au-delà, vous aurez non seulement la paix, mais le paradis. Donc, il est bien plus important d'avoir le paradis dans l'au-delà qu'ici, parce qu'ici, on n'est que des passages. Donc, ici, on peut rester n'importe comment. C'est là-bas qui est important. Donc, bon, voilà. Il a fait continuer, mais il peut s'y arrêter. Donc, voilà le christianisme, comment il a joué son rôle. La christianisation là-bas, en Amérique, jusqu'au moment où le développement scientifique est venu donc avec les scientifiques prêter main forte à la religion et à partir d'un certain moment, notamment au XIXe siècle, on pouvait justifier plus seulement à partir de la religion, mais très rationnellement, très posément, très sereinement et de façon intelligente, autrement dit de façon très cartésienne. On pouvait donc justifier ce que jusqu'alors c'était la religion seulement qui l'avait justifié. Bon, ensuite, nous avons eu donc tout un système juridique installé, bien installé là-bas dans l'univers concentrationnel d'Amérique, un système juridique grâce auquel des atrocités qu'aujourd'hui nous appelons des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide pouvaient se développer en toute licité. Et ça, c'est une spécificité, c'est une caractéristique, et je dis bien, c'est une exclusivité de l'asservissement des Noirs en Amérique. Bon, alors la différence que je peux mentionner là entre ce système qui a fonctionné en Amérique et celui qui a fonctionné dans les pays arabo-musulmans, c'est dans le fait que nous n'avons pas eu, à ma connaissance, mais va-t-on savoir si cela existait, seulement je ne peux parler que de ce que je connais. Et que je connais, nous n'avons pas eu un système juridique dans les pays musulmans, un système juridique qui aurait, à l'instar de celui qui a fonctionné en Amérique, qui aurait codifié la non-humanité des esclaves. Autrement dit, l'animalité, la bestialisation, la chosification des esclaves. Pour autant que je sache, cela n'a pas été le cas dans le système esclavagiste dans les pays musulmans. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la situation des Noirs là-bas dans les pays musulmans, des Noirs asservis, réduits en esclavage, aurait été particulièrement sympathique ou glorieuse. Parce que je peux vous assurer que s'il est vrai, je dis bien, s'il est vrai, c'est ce que j'ai lu, et je l'ai lu sous la plume d'auteurs qui ne sont pas particulièrement favorables aux musulmans ou aux arabes. S'il est vrai que dans le système esclavagiste pratiqué à l'époque dans les pays arabo-musulmans, l'esclave n'était pas complètement expulsé de l'espèce humaine, parce que parfois il arrivait même que des esclaves, qu'un esclave devienne gouverneur, par exemple, d'une province, et qu'il puisse avoir des responsabilités plus importantes, ce qui aurait été inimaginable dans l'univers concentrationnel d'Amérique. S'il est vrai que cela arrivait,
il est tout aussi vrai que les esclaves qui avaient cette promotion, hein, de se trouver à la tête de certaines responsabilités, c'était plutôt des esclaves blancs. S'agissant des esclaves noirs, je ne connais pas beaucoup vraiment d'exemples. Donc toi tu es une des emmerdeuse. situations où des esclaves noirs seraient devenus gouverneurs de Provence ou auraient eu des responsabilités plus ou moins importantes, première chose. Deuxième chose, c'est que, bon, s'il fallait être esclave, là-bas dans les pays musulmans, autant mieux être un esclave blanc qu'un esclave noir. Parce que, au moins, les enfants nés d'un esclave, plutôt d'une esclave blanche et d'un arabe, bon, c'était des enfants qui n'avaient pas vraiment de problème, n'avaient pas de problème qu'il y avait probablement en Amérique, les enfants qui naissaient d'une mère esclave et d'un maître. Ces enfants étaient plutôt très bien intégrés à condition que leur père les reconnaisse, bien entendu. Ils étaient plutôt bien acceptés. En revanche, être le fils d'une négresse là-bas, dans les pays arabo-musulmans, aussi musulmane fut cette négresse, eh bien, je vous assure, c'était un fardeau. Il insulte fille de négresse, ça voulait dire ce que cela voulait dire. C'est que on avait beau être musulman, mais on n'était pas pour autant beaucoup plus tendre avec les esclaves noirs, aussi musulmans, aussi convertis à l'islam, fussent-ils. Donc voilà, je voulais faire cette précision. Et dire maintenant pour finir que lorsqu'il est question de réparation, parce que je vous ai dit que je vous dirai très brièvement, je vais être plus brève que je n'avais cité. Lorsqu'il est question de réparation donc liée à la traite des Noirs, à l'esclavage et à la domination coloniale, pour ce qui concerne les descendants d'Africains qui ont été déportés en Amérique, il est inadmissible, pour dire le moins, il est inadmissible qu'en Europe, que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas, en France, en Belgique ou ailleurs, on puisse dire, je dis bien, aux descendants d'Africains qui ont été déportés en Amérique, on puisse dire que, bon, si les réparations ils veulent parler, bah, ils n'ont que s'adresser aux Arabes musulmans, puisqu'ils sont les premiers qui ont commencé à pratiquer la traite des Noirs là-bas en Afrique. Eh ben, il y a une chose, c'est que du sort réservé aux Africains qui ont été déportés en Amérique, de cela, les Arabes musulmans n'ont rien à faire. Quels que soient les crimes contre l'humanité que les Arabes musulmans ont commis là-bas en Afrique noire, si je tiens à préciser, si tout était nombreux, puisque dans la durée, ça a pris je crois 8 ou 10 siècles, quels que soient les crimes contre l'humanité donc commis par les musulmans là-bas, pour les Arabes musulmans là-bas en Afrique, hein, les descendants d'Africains en Amérique n'ont rien à faire avec les Arabes musulmans. Ils n'ont pas à s'adresser aux Arabes musulmans pour demander des réparations. Ces réparations, ils ne peuvent les demander qu'à ceux qui ont bestialisé, asservi et soumis en esclavage les Noirs en Amérique. Ils ne peuvent demander réparation, les descendants d'Africains en Amérique ne peuvent pas demander réparation pour ce que les Arabes musulmans ont fait là-bas en Afrique. Ils ne peuvent demander des réparations que pour ce qui a été fait dans l'univers concentrationnaire d'Amérique, c'est-à-dire pour les millions d'heures de travail qui leur a été arraché pendant plusieurs siècles. En revanche, s'agissant des crimes commis par les Arabes musulmans là-bas en Afrique, je pense, j'espère bien que le moment viendra où les Africains d'Afrique, ceux qui sont restés là-bas en Afrique, seront présentés la facture, passer la facture à ceux que des siècles durant ont fait de l'Afrique un réservoir d'esclaves et qui ont fait de l'Afrique une pourvoyeuse d'esclaves. Je vous remercie pour le Voilà.
Nous avons bien vu, la comédie de l'homme blanc. L'homme blanc béqué. Béqué, oui, comme les Antillais les appellent les béqués. Les béqués sont les descendants des hommes blancs qui ont fait l'esclavagisme. Les béqués sont les enfants des blancs qui ont fait l'esclavagisme aux Antilles. Oui, car ils ont pris des noirs, ils ont déposé aux Antilles, les noirs qu'ils avaient volés en Afrique. Ils ont fait hyperement du mal. Il est temps que justice soit faite. L'homme noir doit se lever pour revendiquer ce qui est droit. L'homme noir n'a pas besoin de s'accourber pour demander un pouvoir à l'homme blanc. Non. Les descendants de ceux qui ont fait l'esclavagisme, c'est les multinationales, ils sont là, ainsi que ceux qui ont des entreprises aux Antilles, les béquets. C'est ceux-là. C'est ceux-là qui tuent éperdument. L'homme noir doit se lever. Les descendants des Blancs, oui, les béquets. Les béquets sont les descendants des Blancs, hein, qui font hyperement mal. Il est temps que l'homme noir puisse comprendre que l'homme blanc n'est pas son ami. L'homme blanc est un barbare, un criminel. Et le criminel, il faut qu'il bave. Moi, le Dieu africain, jamais je prendrai une photo avec un blanc, mettre sur Facebook. Non. C'est applaudir l'esclavagisme qu'ils ont fait. L'homme blanc qui aille se faire voir ailleurs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Passez une excellente bonne soirée. Nous allons toujours nous battre jusqu'à ce que nous serons libres. Libres totalement. Car l'indépendance, mensonge total. Aucun pays africain n'est indépendant. Aucun. La dictature qui se déroule en Afrique, c'est par rapport au système colonial. À pas le système colonial, à pas le système impérialiste, à pas le système néocolonialiste, à pas le système capitaliste, à pas le système des multinationales. Vive la libération de l'Afrique, vive la libération de l'homme noir. Le message est clair. Passez une excellente bonne soirée. Vous étiez en direct du Thiers africain. Georges Passy. L'homme qui dira toujours la vérité. Car je n'ai pas mis un t-shirt brigade anti-négrophobie pour la blague. L'homme noir doit avoir sa libération totale. Africa Unite. Africa Unite. Et Africa fight. Fight for your liberty. Every black people need to fight to be liberated for all the slavery. The message is clear. God bless Africa. God bless Africa. Et abat toutes les religions importées en Afrique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est des religions importées par l'homme blanc. I have a dream. Le message est clair. L'Africain doit sortir du gouffre. Le message est clair. Les Antillais doivent être libres. Libres totalement des béquets. Car les Antillais souffrent aux Antilles. Et c'est pas normal. Il y a 2, 3, 4 générations qui vivent depuis que dans le système du RMI aux Antilles. C'est pas normal. C'est pas normal. L'homme béquet a fait éperdument du mal aux Antilles.
l'homme béquet ont fait à ce que les Antillais puissent cultiver les cannes à sucre. Parce qu'ils avaient besoin du sucre. Ils avaient besoin du sucre. Ils avaient besoin de se faire beaucoup d'argent à partir des esclaves. La vérité doit être dite. Nous allons écouter Mon Afrique n'est pas pauvre pour clôturer. Car l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est immensément riche. Mais appauvrie par le système de l'homme blanc. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Yagayo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites à vos enfants que ce n'est pas un paradis. Faut pas s'en approcher car c'est la terre des maladies. Vous le dites qu'en Afrique, il n'y a que des guerres. Il n'y a pas de fric, les habitants vivent la misère. Vous dites dans les médias que c'est la terre des terroristes. Vous faites peur à tout le monde avec ces propos racistes. Arrêtez d'endoctriner le peuple avec vos mensonges. Arrêtez ce petit jeu, car voici la vérité. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre.